n'avez pas les mêmes chances au départ, aujourd'hui diplômés ou étudiantes dans les meilleures écoles de France, des filleuls de la Fondation Francis Bouygues se forment notamment au métier de l'innovation et de la tech. Ils vous offrent de connaître leur parcours, leurs ambitions et partagent leur réussite. Je vous présente d'abord Eraman Gouari, PDG d'Aros Conseil, directeur général EDTS et Alternance Plus et élu à la Chambre des commerces. Là, comme ça, c'est mieux. On entend bien. Debout, vas-y. Debout, ok, très bien. Debout avec moi. C'est bien. Alors, Eraman, tu es un homme aux multiples facettes. Il est difficile pour nous de te mettre dans une case. Très. Mais en tout cas, votre excellence a été marquée il y a longtemps dans la Fondation Francis Bouygues. Elle a été remarquée. Est-ce que tu peux nous résumer ton parcours et nous raconter l'impact de la Fondation sur ton parcours, s'il te plaît? Très bien. Moi, c'est Eraman Gouari, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis dirigeant de 3 sociétés, donc peut-être le chiffre 3 me porte bonheur. Je suis spécialisé dans les métiers autour des ressources humaines, donc un bureau d'études et de recrutement en ingénierie, dans l'industrie et dans l'IT. Et j'ai également développé une plateforme dédiée à l'alternance et au stage qui s'appelle Alternance Plus, pour que chacun puisse trouver son alternance très rapidement et efficacement. Voilà. Concrètement, quand j'avais 18 ans, j'ai un peu, on va dire, élagué la question de l'orientation. C'était très compliqué pour moi de m'orienter, parce que quand on vient d'une famille modeste, qui n'a pas forcément tous les outils pour nous aiguiller, on a une conseillère d'orientation au collège qui a son gros lot d'orientation et qui nous dit « Ah oui, bon, bah, c'est intéressant, une petite seconde générale, et puis après vous verrez ». Et ainsi de suite, et finalement c'est de l'orientation un peu facile et ça ne nous aide pas, ça pose plus de questions que de réponses. Et après le bac, forcément on a les mêmes questions, sauf qu'après le bac, j'ai intégré justement la Fondation Bouygues, et qui m'a permis d'élargir vraiment mes horizons. Parce que moi je me voyais à la fac, à faire un master, et puis on me dit on verra bien en physique, ça a l'air sympa, etc. Et avec les discussions que j'ai eues avec mon parrain, au fur et à mesure ça s'est affiné. Et ça m'a permis de faire ce que j'ai fait une bonne partie de ma carrière, c'est-à-dire de développer des systèmes mécatroniques dans l'automobile. Donc allier un peu ma passion et ce que j'ai fait pendant mon cursus d'ingénieur. Voilà. Donc un grand merci en tout cas à la Fondation, vraiment pour m'avoir élargi tous ces horizons-là, qui n'étaient pas forcément ces horizons que j'avais imaginés au début, même avec des frères et sœurs plus grands que moi et des aînés qui n'ont pas pu malheureusement avoir eu ce choix. Voilà. Donc, 3 entreprises, tu aimes entreprendre du coup. C'est ça. Est-ce que tu peux partager à notre public justement les avantages et les inconvénients lorsqu'on devient entrepreneur? Et puis comment tu as réussi à développer tes 3 sociétés quand même? Voilà. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas dire salut à toi jeune entrepreneur et puis faire des petites vidéos YouTube et essayer d'amasser le maximum de vues et d'argent et de revenus. L'objectif, il doit être beaucoup plus large que ça. Clairement, si c'est que pour avoir une rente financière, c'est pas du tout le cas, parce qu'il faut d'abord construire, il faut d'abord avoir une vision de ce qu'on veut faire, et il faut vraiment se poser sur ce qu'on veut vraiment et comment on veut justement orienter sa vie. Il n'y a pas que le salariat, ça aujourd'hui on le voit de plus en plus. Et l'entrepreneuriat, pour moi, ça a deux avantages majeurs. C'est on peut s'orienter comme on le souhaite et on peut un peu naviguer dans des eaux qu'on ne connaissait pas forcément. Et le deuxième avantage, clairement, c'est la liberté, la flexibilité. Donc avec mes enfants que j'ai aujourd'hui, être salarié, ça aurait été très compliqué à gérer un peu l'équilibre perso et professionnel. Et aujourd'hui, j'arrive à le faire parfaitement, tout en développant justement mes 3 sociétés. Il faut bien s'entourer. Donc ça, c'est vraiment le conseil numéro 1, c'est vraiment bien s'entourer. Seul, on se pose beaucoup de questions face à un miroir. Mais quand on est à 2, déjà, on se pose beaucoup moins on a beaucoup plus de réponses à nos questions. Et clairement, moi, si on a envie d'entreprendre, clairement, c'est bien d'être accompagné. Et les inconvénients, si on peut quand même en avoir, les inconvénients, c'est que parfois, il faut aller vraiment tout chercher soi-même. Et parfois, c'est usant, c'est frustrant, on voit pas le bout, on voit pas forcément les résultats arriver tout de suite. Et il faut être vraiment patient.
sauf si on a trouvé l'idée révolutionnaire, mais 95% des entreprises qui se créent, ce n'est pas des idées révolutionnaires. On peut être innovant sur plein de choses, sur ce qui existe déjà. Et clairement, ça c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que parfois, on peut être dérangé à des heures, on va dire, un peu tardives. Voilà, c'est un peu ça les deux inconvénients que je vois. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dans notre thématique jeune et engagé, tu es quand même le symbole de cette réussite, à la fois professionnelle, personnelle. Et puis, tu es engagé désormais dans la Fondation Francis Bouygues, puisque tu n'es plus filleul, mais parrain d'Ilias, qu'on entendra ensuite. Et tu es également engagé dans la vie politique d'Île-de-France. Pourquoi est-ce important pour toi d'avoir autant d'engagement ? Pour moi, c'est une prolongation de ce que j'ai reçu à la Fondation pendant ces 5 ans. Quand on est plutôt jeune diplômé, on essaie de construire sa carrière. Après, quand on entreprend, on voit un peu les choses différemment et on se dit comment on peut donner après ce qu'on a reçu. Et surtout, comment on peut faire gagner du temps à des centaines, voire des milliers de jeunes qui sont peut-être dans la situation que j'ai vécue il y a quelques années. L'émergence d'Internet n'a pas forcément facilité les choses. Pour moi, avant, l'orientation, c'était un gros paquet de feuilles papier. Maintenant, c'est google.fr et on ne sait pas du tout où on peut chercher. Donc, je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ont peut-être beaucoup plus d'accès à la formation. Mais qui dit plus d'information, dit beaucoup de travail à faire sur le tri. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux faire à travers la Fondation et ce que je fais en tant qu'élu à la Chambre de commerce des Yvelines, c'est vraiment donner toutes les cartes à nos jeunes qui veulent justement s'investir et développer, pourquoi pas, leurs idées. Et moi, vraiment, il faut vraiment pas se fermer d'horizon et se dire que tout était joué d'avance. Ça, c'est clairement le message que je veux faire passer. C'est qu'aujourd'hui, quand on est plus jeune, on a tendance à l'héritage de l'éducation, de se dire oui, peut-être ça c'est pas fait pour moi, ça c'est peut-être pas fait pour moi aussi également, et on se met des barrières tout seul. Finalement, tout autour de nous, il y a plein de gens qui peuvent nous aider, et finalement on leur pose même pas la question, qu'on dit que tout est perdu. Et aujourd'hui, écoutez, moi la porte elle est ouverte, donc si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, le salariat, sur le développement de certaines idées, comment faire, etc., n'hésitez pas. En tout cas, je vous accueille à la Chambre de commerce des Yvelines et vous avez mes coordonnées. Peut-être qu'ils vont s'afficher ou vous demander à la Fondation. On les transmettra. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis assez disponible. Un grand merci, Eraman, pour ton témoignage. N'hésitez pas à aller à sa rencontre. Et pour compléter ensuite notre réflexion autour de l'innovation, de la jeunesse et de l'engagement, nous accueillons 4 jeunes boursiers de la Fondation Francis Bouygues. Venez. Allez. Alors, tout juste entrés dans les études supérieures ou jeunes diplômés, ils reflètent l'engagement de toute une génération qui œuvre pour améliorer notre société d'aujourd'hui et de demain. On va commencer par toi, Lucas. Tiens le micro. Tu es bientôt diplômé d'un Master 2 en Quantum Light Materials and Nanosciences. Si vous ne savez pas ce que c'est, attendez 2 secondes. À l'université de Saclay et d'un magistère en physique fondamentale à Orsay. Peux-tu nous raconter ton parcours et nous faire découvrir ta passion pour la recherche fondamentale ? Oui, donc bonjour à tous, merci. Oui, donc comme tu l'as dit, je viens de finir mon Master 2 en physique, donc spécialisé en quantique. Et donc pour revenir un petit peu sur mon parcours, donc je suis un enfant de la province, de la Bourgogne un peu profonde, et j'ai toujours été passionné évidemment par les sciences en général, surtout au début l'astronomie, l'astrophysique, dont on entend facilement parler quand on est enfant. Et donc naturellement j'ai voulu m'orienter en physique, en mathématiques, où j'ai fait une prépa en province, puis ensuite j'ai pu aller au magistère de physique d'Orsay à Paris-Saclay, et c'est notamment grâce au soutien de la Fondation que j'ai vraiment, on va dire, un peu osé quitter la Bourgogne et monter à Paris-Saclay, qui est vraiment quand même un lieu d'excellence scientifique et notamment pour la physique. Et donc c'est en faisant ces études-là que j'ai découvert la physique quantique et j'ai tout de suite su que je voulais faire de la recherche fondamentale dans ce domaine. Et donc actuellement, donc je suis en stage de fin d'études au laboratoire Charles Fabry à Palaiseau en optique quantique. Donc notamment sur des sujets qu'on peut retrouver ici à Vivatech, qui sont des sujets de création d'états non classiques pour l'informatique quantique. Donc il y a pas mal de startups vraiment pas très loin d'ici qui présentent ça, Alice et Bob, Pascal, Candela.
Vous pouvez aller voir, c'est vraiment juste à côté, le stand juste à côté. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est la recherche fondamentale que je trouve absolument passionnante parce que c'est vraiment ce qui vient en amont des nouvelles technologies finalement. Ça peut être un peu déroutant parce que justement on cherche à découvrir, fabriquer des choses qui n'ont jamais été faites avant. Donc ça peut être très dur parce que on est constamment dans la difficulté et il n'y a pas de solution clé en main à nos problèmes. Un truc aussi vraiment passionnant avec la recherche fondamentale, c'est l'inattendu. Vraiment. Combien de découvertes se sont faites de manière accidentelle ou alors même qu'on voulait prouver le contraire. Et donc c'est vraiment pour ça que je pense que la recherche fondamentale en général devrait être libre, au moins aussi libre qu'elle est maintenant, voire encore plus, laisser vraiment la liberté aux chercheurs pour faire en fait ce qui est de l'innovation et vraiment d'exprimer leur créativité pour imaginer de nouvelles solutions et vraiment entreprendre aussi d'une sorte d'innovation vraiment sur ce genre de recherche. Et aussi, quelque chose de très important avec la recherche fondamentale aussi, c'est l'enseignement, la transmission évidemment des connaissances. Moi, ça m'intéresse tout particulièrement. Je vais poursuivre en thèse et donc je vais commencer aussi à donner des cours. Et il y a aussi ces questions-là de comment on peut transmettre cette recherche fondamentale au mieux. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement essayer de transmettre vraiment les connaissances brutes comme on essaye souvent de le faire, mais plutôt une méthode, un esprit critique et vraiment essayer de garder une vision un peu globale et critique des recherches qu'on fait. Et souvent d'ailleurs on voit que, pour prendre un exemple, par exemple l'intelligence artificielle, souvent les plus grosses critiques sur l'intelligence artificielle viennent des personnes qui la maîtrisent le plus, qui la comprennent le plus. Et donc le rôle de la recherche fondamentale aussi, c'est, je pense vraiment aussi questionner ces recherches, garder une vision globale pour pouvoir la questionner. Voilà. Merci beaucoup Lucas. Vous allez voir, on a 4 profils très différents, mais tous avec des points communs. Antonin, ton point commun avec Lucas, c'est ta volonté de diffuser le savoir. Diplômé d'un Master 2 de mécanique des fluides et énergie à l'ENSECU, exactement, à l'INP de Grenoble, tu es actuellement à 100% sur le développement de ton projet, une application qui vise à promouvoir la culture et la connaissance. Comment en es-tu arrivé à ce processus de création et d'innovation ? Tout d'abord, merci à Lucas et Raman pour vos témoignages et merci Isée pour l'introduction. Alors, effectivement, je pense que tout part d'une observation que tout le monde peut faire ou a peut-être déjà fait. On remarque que les gens se comprennent de moins en moins bien dans notre société très technologique. Soit on essaye de partager quelque chose et on a l'impression de ne pas être compris et de ne pas recevoir l'interlocuteur en face. Ou alors, quand des gens au contraire s'expriment, on a l'impression de mal comprendre et de mal interpréter ce qu'ils essayent de dire. Et c'est de ce constat qu'est née l'application. Alors si je peux prendre un exemple pour donner un peu de contexte, ça sera sûrement plus simple. Imaginez que vous ayez une dispute ou un malentendu avec quelqu'un et que vous n'arrivez pas à arriver à un point d'accord et à un accord dans cette dispute. En utilisant l'application, on serait possible de résoudre et de faciliter cet échange. Donc tout d'abord, grâce à l'utilisation d'une IA innovante qui serait capable de comprendre, expliquer et retranscrire toutes les informations et les pensées qui sont transmises à travers cet échange, l'application aurait cette possibilité de démêler les enjeux, de comprendre ce qui est important et du coup de retransmettre et retranscrire les informations qui veulent être échangées. Au final, l'application, et l'IA encore plus, interviendrait comme un intermédiaire, une sorte de conseiller conjugal qui ne prendrait pas parti et qui serait là pour donner un avis non biaisé et neutre sur la situation. Donc ça, c'est la première partie de l'application. Donc c'est une sorte de forum réseau qui est guidé par l'IA et qui permet de résoudre et dénouer les problèmes. La seconde partie de cette application, c'est plus une forme d'accès à la connaissance et à l'information. Donc je m'explique. L'idée, c'est d'avoir un accès quotidien aux news et informations de votre entourage. Et la deuxième partie, c'est un accès à un contenu culturel et artistique au sein même de l'application. L'idée, c'est qu'en agençant ces 3 points, qui est l'accès à l'information, l'accès à la connaissance et l'échange, on arriverait à avoir un citoyen et un individu plus complet qui comprend mieux les enjeux qu'il y a autour de lui dans la société et du coup qui aurait une meilleure facilité d'interaction avec les autres citoyens. Et en soi, comme disait Raman, je pense que ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est la vision. C'est voir ce vers quoi on se dirige et pourquoi on commence ça.
Comme disait Raman, je suis bien d'accord, si on part qu'avec une idée pécuniaire et qu'on va seulement gagner de l'argent, on n'ira pas très loin. Donc dans mon cas de l'application que je suis en train de développer, la vision c'est de faciliter, de permettre et de développer les échanges entre les acteurs d'une société, en plus d'offrir un accès à la connaissance et à l'information, ce qui permettrait à chaque individu de s'instruire soi-même de son côté, car je pense qu'il est compliqué d'être un citoyen engagé et complet si on n'a pas la compréhension de son passé, de son entourage et des autres. Donc l'idée de l'application est vraiment de créer un réseau commun qui serait agencé et guidé, comme je disais, par l'IA, pour arriver à une connexion plus complète entre tous les membres d'une société. Voilà. Bah, merci Antonin. Moi, je sais pas vous, mais moi j'investis. Hein. Oui, le nom de l'application, c'est Demos. L'application par le peuple pour le peuple. Oh, bon, en tout cas, vous pouvez retrouver Antonin ensuite pour investir dans son application, du coup. Alors, Johanna, toi aussi, tu es partie d'un constat, comme Antonin, la confiance en soi. La confiance en soi, pour toi, est au cœur de notre société. Diplômée une première fois en 2022 d'un master de management d'affaires international à l'école de management de Grenoble, tu seras diplômée une seconde fois cette année en marketing international de la parfumerie et de la cosmétique à Lipska, en partenariat avec l'ESSEC et Cergy Université. Alors pour toi, le bien-être passe aussi par le parfum et la beauté. Oui, tout à fait. D'abord, merci pour cette présentation. Et en effet, moi, je trouve que la cosmétique et la parfumerie contribuent vraiment à aider avec la confiance en soi. C'est ce que moi, je trouve le plus important et ce qui m'a le plus touchée en travaillant dans ce secteur. Par exemple, pour la parfumerie, quand on met le parfum qu'on préfère, on a vraiment l'impression de sentir bon, on se sent bien. Et par exemple, quand on est adolescent, on a de l'acné, on a plus envie de se cacher derrière ses cheveux que de s'assumer devant tout le monde. Donc à partir du moment où on trouve une routine qui prend soin de notre visage et qu'on voit une amélioration de notre peau, on se sent dessus de mieux dans nos baskets, on a envie de s'assumer, on a envie de s'aimer. Et c'est ça que je trouve très important et qui me plaît en fait dans la cosmétique et la parfumerie. Et après, en fait, cette dimension de confiance en soi, ça participe à un grand concept qu'on appelle la beauté holistique. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une beauté globale, 360, une beauté in and out, on peut dire. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. C'est l'idée que la beauté n'est plus seulement au niveau de la peau, c'est plus seulement physique, c'est vraiment l'intérieur de nous qui reflète vers l'extérieur. Donc c'est plus juste les produits qu'on utilise, mais la manière qu'on utilise les produits, par exemple avec des massages ou avec des produits, des accessoires tels que des pierres gua sha, mais aussi le côté sensoriel. Et ça va au-delà de ça, ça va par exemple avec notre hygiène de vie, le temps de sommeil, notre alimentation, notre gestion du stress. Donc c'est vraiment une bulle globale qui contribue à notre bien-être et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ces deux secteurs. Alors aujourd'hui on est à Vivatech, donc on parle tech et innovation. Et alors pour toi, quel lien fais-tu entre tes études dans la parfumerie et aujourd'hui la tech et l'innovation ? Alors on en parle très souvent en cours, mais il s'avère qu'en fait la cosmétique et la parfumerie sont des secteurs très innovants. Comme vous pouvez voir, si vous allez voir LVMH ou L'Oréal qui sont vraiment à la perfection au niveau innovation dans ces deux secteurs. Par exemple, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, donc forcément, je vais en parler également. On en utilise très souvent, c'est un outil très utilisé en cosmétique et en parfumerie. Par exemple, si vous allez voir L'Oréal, vous verrez, pour la Roche-Posay, ils ont développé avec l'intelligence artificielle une application qui permet de diagnostiquer la peau, mais de manière beaucoup plus profonde qu'à l'œil nu. Et par exemple, en parfumerie, il y a Puig qui a développé récemment un parfum qui s'appelle Phantom, qui a été développé grâce à l'intelligence artificielle, à l'aide de l'intelligence artificielle, pardon. Et du coup, on peut vraiment voir la contribution et l'amélioration de ces deux secteurs par l'intelligence artificielle. Mais aussi, je tiens aussi à parler du métaverse que, voilà, très d'actualité et qui est également un gros enjeu pour les deux industries. Par exemple, c'est pas juste le fait d'acheter en ligne, on peut. C'est pas juste d'essayer les produits, mais c'est vraiment la dimension interactive. Donc maintenant, il y a des magasins virtuels où on peut essayer et acheter les produits, mais ça permet de refléter vraiment l'image de la marque, l'univers qu'elle veut se donner. Donc je vous invite à regarder par exemple Charlotte Tilbury, une marque de maquillage qui a fait son propre magasin, et Givenchy qui en a parlé aussi ce matin, donc de leur magasin dans leur métaverse. Merci beaucoup Johanna. Et je me tourne enfin vers Ilias.
Ilias, comme nos 3 autres, même 4 filleuls, tu peux être caractérisé par ton ambition. Italien, tu es arrivé en France il y a 5 ans afin de poursuivre ta scolarité en France et viser l'excellence. Aujourd'hui, étudiant en 2e année à l'Université de technologie de Compiègne, tu es passionné de mécanique, automobile et d'aviation. Tu en feras d'ailleurs sûrement ton métier. En parallèle, sur les traces de ton parrain Eraman, tu souhaites œuvrer en tout cas, et tu œuvres déjà à ton échelle pour la réduction des inégalités scolaires et pour améliorer l'accès à l'éducation. Avec 3 amis à toi, vous avez décidé de vous mettre au service des enfants marocains afin de partager vos connaissances. Et donc tu vas nous expliquer ton projet PIP Monred. Merci beaucoup Isée. Alors tout d'abord, notre projet est humanitaire. Donc nous souhaitons récolter et puis livrer du matériel solidaire, donc des vêtements, des fournitures scolaires et des jouets aux enfants qui vivent dans les villages précaires et isolés du désert marocain. Donc pour faire cela, nous avons décidé de participer à un rallye raid solidaire auprès de l'association Unired. Donc nous avons choisi Unired puisque c'est le seul rallye raid complètement humanitaire. Il est uniquement réservé aux étudiants et il est reconnu à l'échelle européenne. Lors de ce raid, comme j'ai dit, nous allons livrer ce matériel. Mais en plus de ça, vu que nous souhaitons amplifier notre impact et notre participation, nous avons discuté avec l'association Uniraid et nous avons eu leur accord pour livrer des fauteuils roulants et des vélos à livrer aussi aux enfants. Donc c'est à travers PIP Monred que nous souhaitons récolter les dons et les fonds qui nous serviront pour acheter tout ce matériel, mais aussi pour réparer nos 2 voitures qui nous serviront donc pour livrer dans le désert. Nous avons choisi donc de partir avec 2 Peugeot 205, donc une voiture iconique française, et donc pour rendre notre projet un peu une mission impossible. Lors de ce projet, donc, nous avons pu appliquer beaucoup de nos compétences d'ingénieur, donc que ce soit moi ou que ce soit mes collègues Elliot, Youssef ou Nadia. Et parmi ces compétences, donc, nous avons par exemple nos compétences ingénieristiques, comme par exemple pour moi l'ingénierie mécanique, donc, que ce soit donc, la connaissance sur le fonctionnement d'un moteur à combustion, ou que ce soit le fonctionnement des systèmes ou des machines électriques. Mais nous avons pu aussi appliquer des compétences, que ce soit dans la gestion de l'équipe ou de l'association, ou aussi dans la gestion du projet. Donc, en tant que président de PIP Monred, je suis assez touché par ces compétences que je dois donc appliquer tous les jours. Comme tu l'as dit, je suis étudiant d'origine marocaine. Je viens d'un milieu assez modeste. Je viens de milieu assez modeste. Et donc je suis... Merci. Je suis très attaché à l'idée de pouvoir aider à offrir une meilleure éducation, donc à faciliter l'accessibilité de l'éducation à tous. C'est top. Merci beaucoup Ilias. Et actuellement, vous en êtes où dans ce projet PIP Monred ? Alors actuellement, nous avons finalisé toutes nos démarches administratives. Nous avons eu la confirmation de création de notre association. Et nous avons également acheté nos 2 voitures et nous avons commencé les réparations essentielles. Comme par exemple, nous avons effectué nos vidanges, remplacé nos triangles de suspension, nos rotules de direction, etc. Nous avons aussi créé notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux. Et nous avons complété nos supports de communication. Donc actuellement, nous sommes activement à la recherche de sponsors qui souhaiteraient donc appuyer notre cause et nous soutenir tout au long de ce projet. Merci beaucoup Ilias. Et pour connaître le projet, je vous confirme, c'est du travail, c'est de l'investissement, mais ça en vaut la peine et c'est un très beau projet. Et je rebondis, Eraman. Qu'est-ce que ça te fait de voir aujourd'hui ton filleul ici, présent, en train de pitcher son projet ? Alors c'est super parce que déjà c'est difficile pour lui et de parler en public, donc je suis très fier de lui déjà. Ça c'est la première chose, parce que c'est toujours pas évident de pitcher devant plusieurs personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et par rapport à son projet, moi je le soutiens à 100% et bon, on en discutera un peu après, mais bon, j'ai des petites idées pour l'accompagner suite à mon post que j'ai fait il y a quelques jours.
Et donc ça c'est plutôt positif et je pense que ce projet, il le mènera bien à terme, de manière carrée et à temps. Donc bravo à toi. Voilà. Merci à tous pour votre témoignage et pour conclure cette table ronde qui a été pour moi un plaisir de mener. J'aimerais que vous me résumiez en une phrase l'importance pour vous de vous investir et de vous engager aujourd'hui dans la société à travers votre passion pour la tech, pour l'innovation et pour tout ce que vous avez en dehors. Je pense que moi c'est bon, donc je passe le relais. Pour rester cohérent avec le discours qu'on a eu, il me semble évident de percevoir les nouvelles technologies comme une aide au développement et non une nouvelle étape de notre évolution. Quelque chose qui doit apporter plutôt que être. Pour moi, il ne faut pas uniquement se servir de la tech pour des raisons économiques ou personnelles, mais il faut également mettre à profit toute notre technologie, nos découvertes, etc. pour le bien commun, et donc pour aider les autres également, et pas que nous-mêmes. Alors pour moi, bon, on ne s'est pas donné le mot, mais ça rejoint un petit peu aussi. Pour moi, c'est garder vraiment, pour la tech, une vision nuancée, c'est-à-dire pouvoir vraiment voir en face les enjeux, identifier évidemment les atouts incontestables de la tech, mais rester aussi critique. Et pour garder qu'un exemple, évidemment, la tech nous aidera probablement pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais il ne faut pas se cacher derrière comme une solution magique. Du coup, on ne s'est vraiment pas donné le mot. Mais comme on peut voir, la tech, ça permet vraiment le partage, comme aujourd'hui ici. Mais dans mon cas, je trouve que ça contribue au bien-être. Mais au-delà de ça, ça permet vraiment de pouvoir se pencher sur les problématiques sociétaux d'aujourd'hui, telles que du coup, le réchauffement climatique. Et d'où le fait de devoir s'investir à fond dans la tech et dans l'innovation. Merci. Merci à tous. J'ai été très contente de présenter cette conférence. Merci à vous 5. Et puis, vous n'aviez pas 5 filleuls, mais 6 filleuls de la Fondation. Et merci à la Fondation pour leur soutien, leur engagement et leur confiance. Merci.